Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Controverse. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Mwazulu Diabanza. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Youssef Indy. Monsieur Youssef Indy, vous êtes écrivain. Vous avez écrit un ouvrage, vous êtes sur le point de publier un ouvrage qui s'appelle Occident et Islam, le tome 1. Il y aura combien de tomes ? 2 tomes. 2 tomes. Et donc le sous-titre de cet ouvrage, c'est Sources et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations. C'est à paraître en septembre aux éditions Sigest. En une phrase, vous pouvez nous résumer cet ouvrage ? Cet ouvrage est un ouvrage d'histoire des idées, qui traverse les époques pour découvrir les origines véritables du sionisme qui sont en réalité religieuses et messianiques. Et voilà. Je pense que ça va devenir un ouvrage essentiel pour nous, pour notre culture générale. Et donc nous accueillons monsieur Mwazulu Diabanza, bonjour. Donc vous êtes le porte-parole du MUDC, qui est l'acronyme de Marron, Unité, Dignité, Courage. C'est un mouvement panafricain, vous m'avez dit, dont l'action consiste en quoi ? L'UDC est un mouvement panafricain d'abord qui s'oppose à toute forme de domination. Toute forme de domination, quelle que soit sa forme et comment est-ce qu'elle soit maquillée. Mais c'est aussi un outil aujourd'hui qui milite pour la libération effective de notre mère patrie l'Afrique et de notre peuple, jusqu'à preuve du contraire, soumis dans le joug de l'esclavage, de la colonisation et de l'impérialisme perpétué. Quelle est votre prochaine action concrètement ? Le 31 octobre, nous serons en Auvergne, précisément là où se trouve l'imprimerie Chamalières, pour l'imprimerie nationale qui fait appeler à une mobilisation, à une manifestation qui va faire écrouler l'un des piliers de la maison coloniale, c'est-à-dire que le franc CFA, parce que la maison coloniale, jusqu'à preuve du contraire, repose sur 2 piliers, l'armée française, la présence de l'armée française en Afrique et la domination financière à travers la monnaie du franc CFA. Donc le 31 octobre, nous y serons pour, une fois encore, porter haut et fort les aspirations profondes de notre peuple. Eh bien, au plaisir de vous revoir à ce moment-là pour discuter de tout ça. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la Libye. La Libye, un pays africain, bien sûr, et qui, à l'époque des printemps arabes, n'a pas spécialement réagi à cette espèce de vague de libération qui était en train de se mettre en place. Et au contraire, la France, dirigée un petit peu, poussée, je dirais, par la pensée de M. Bernard-Henri Lévy, qui est intervenu directement, la Libye a subi des événements tout à fait particuliers. Est-ce que vous pourriez nous dire, je vais commencer par vous, M. Youssef Indy, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle est la situation actuelle de la Libye et peut-être nous faire en même temps un parallèle avec la situation telle qu'elle était avant les événements qu'elle a subis? La Libye, avant la guerre otanesque franco-britannique, otanesque franco-britannique, oui, oui, pas mal dit, oui. Voilà, était le pays d'Afrique avec le niveau de vie le plus élevé. C'était un pays riche, un pays prospère, avec une monnaie stable, et un peuple qui vivait relativement bien, et qui était un pilier majeur du développement africain. On sait que M. Kadhafi était en train de mettre en place le dinar or, donc une monnaie basée sur l'or dans toute l'Afrique. Il était en train de créer aussi une banque africaine pour émanciper l'Afrique justement du joug du FMI, et ça a été un facteur aggravant pour M. Kadhafi. La situation actuelle de la Libye ressemble beaucoup à celle de l'Irak. C'est un pays complètement éclaté, où se battent diverses factions terroristes wahhabites. Nous avons un nouveau gouvernement fantoche appuyé par les Américains qui est aussi en lutte avec ces groupes terroristes. Bref, un État morcelé. Un État morcelé, éclaté, et ce morcellement, cet éclatement correspond à un plan préétabli. Alors, compte tenu de ce que vient de nous dire M. Youssef Indy, Mwazulu Diabanza, je voudrais vous demander, la France était partie prenante, vraiment, dans cette intervention. Quels étaient les objectifs de la France? Il faut déjà souligner une chose. Remontant vers les années 1951, là au domaine de son indépendance, la Libye a commis, si j'ose dire, une erreur qu'on appelle souvent chez nous l'idiotie du crocodile. Le crocodile, lorsqu'il échappe la pluie,
il va se précipiter dans l'eau. Et la Libye, en quittant en fait le joug du colonialisme italien, s'est précipitée vers le colonialisme britannique et anglo-saxon, disons le monde américain dans son ensemble. Et il s'est fait que dans cette démarche, lorsque le guide libyen Muammar Kadhafi arrive au pouvoir, il remet en question tous ces accords léoniens dont bénéficiaient les entreprises et les États, dites la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Mais il se fait qu'en partant de ces moments-là, Muammar Kadhafi a résolu une partie de la question et a évité de résoudre la question dans le fond, c'est-à-dire de donner à la Libye une identité véritable. Vous avez vu tout au long de son règne que Muammar Kadhafi faisait patauger la Libye entre une identité qui soit parfois arabe ou africaine. Il était d'un moment dans la Ligue arabe, de l'autre côté dans l'Union africaine, et malheureusement pour lui, il a laissé ces pays dans un chemin qui n'était pas le bon. C'est-à-dire que lorsque Muammar Kadhafi, avec cette difficulté de patauger sur l'identité qui devait attribuer à la Libye, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige, en fait, si j'ose dire, il choisit comme modèle politique le modèle qu'il a combattu lui-même pendant la lutte pour sa révolution. C'est-à-dire qu'il choisit le mode de l'hégémonie et de la domination. Vous n'êtes sans ignorer que les pays tels que la Gambie, le Burkina Faso, le Tchad ont payé le frais d'une politique, si j'ose dire, interventionniste et de manière assez récurrente de la part de Muammar Kadhafi. Ça, c'est un problème récurrent. Parlant de la France, il y a eu une volonté, lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, de pouvoir permettre à la France de récupérer sa place de privilégié économique en Afrique. Et pour s'y faire, Nicolas Sarkozy devait passer par une porte qui lui aurait permis non seulement d'étouffer toute vocation de revendication partant de l'Afrique, parce que Muammar Kadhafi, à un moment donné, par rapport à ses intérêts, était l'un des chantres qui ne cessait de crier haut et fort la question africaine et la liberté de l'Afrique. Et en partant de ça, il fallait commencer par étouffer cette voix. Lorsque Nicolas Sarkozy fait ses calculs, même lorsque je fais les liens avec la Côte d'Ivoire du président camarade de Laurent Gbagbo, il a fallu pour Nicolas Sarkozy de pouvoir étouffer, éteindre et briser tout ce qui pouvait être les liens ou les forces qui pouvaient permettre à Gbagbo ou à toute la sous-région de pouvoir avoir escousse. Parce qu'à un moment, Muammar Kadhafi jouait le pyromane aux pompiers, à un moment il soutenait, à un moment il chicotait. Donc sur cet aspect-là, il y avait une volonté de la France réelle de pouvoir déjà prendre position en partant de l'Afrique du Nord pour pouvoir contrôler le reste de l'Afrique. D'ailleurs, sur le plan politique, vous n'êtes sans ignorer que Nicolas Sarkozy proposait un schéma de l'Union pour la Méditerranée qu'il a porté haut et fort partout. C'était une façon pour lui de permettre à l'Europe de revenir en Libye et de prendre le devant sur la scène politique, non seulement africaine, mais aussi internationale. Donc il y avait une réelle volonté de la France dans ce sens-là, avec sa maladie chronique dont on sait, celle de l'hégémonie et de la colonisation, qui n'a pas encore subi une thérapie véritable pour que la France en soit guérie. Alors là, on vient de voir un petit peu le rôle prédominant du président Sarkozy dans cette affaire. Quel a été le rôle de cet homme, Bernard-Henri Lévy? Quel rôle a-t-il? Un rôle officiel? Et parce qu'il a été lui aussi assez déterminant dans les événements en Libye. Il a eu un rôle non officiel, mais pas totalement officieux. C'est-à-dire qu'il a court-circuité le ministre des Affaires étrangères, comme il l'avait déjà fait précédemment en ce qui concerne la Yougoslavie. Il allait directement à l'Élysée pour convaincre M. Sarkozy d'intervenir en Libye. Sans le moindre mandat public, sans aucun mandat public. On ne sait pas pour qui exactement travaillait M. Bernard-Henri Lévy, mais il a déclaré a posteriori à Benghazi, il a dit que c'était en tant que membre de la tribu de Lévy qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Et comprendre ce que ça veut dire, et il avait dit lors d'une interview que le printemps arabe c'était bon pour Israël. Il faut poser cette question-là, peut-être que j'y reviendrai. Donc il a contribué à amener la France dans cette guerre, mais la France, on va dire, était prédestinée à intervenir parce que la France ou les Britanniques ne pouvaient pas intervenir en Afrique sans l'aval de leur maître, c'est-à-dire les États-Unis. Les États-Unis, en fait, ont piloté ces interventions-là de loin, dans le cadre de l'Africom. C'est-à-dire que l'Africom est la version africaine de l'OTAN qui permet en fait aux États-Unis d'envoyer des armées vassales se battre à sa place et à leurs frais. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'il y avait... Aux frais des vassaux. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée
peut-être néocoloniale chez les Français, on va revenir en Afrique, etc. Mais on ne peut revenir en Afrique du point de vue des Français qu'avec l'accord du maître, c'est-à-dire l'accord des États-Unis. Et en gros, ils auront quelques miettes que leur laisseront les Américains juste après la chute des Kadhafi. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Diabanza, sur cette relation de vassalité entre les États-Unis et les pays européens? Mais tout à fait, l'impérialisme américain, l'Europe n'a pas d'argent pour mener ces genres de campagnes militaires. Même sa dimension politique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique qui a donné. C'est-à-dire que vous connaissez bien entendu cet adage qui dit la main qui donne, c'est la main qui dirige. Il y a toujours une volonté de la part des États-Unis d'Amérique d'affiler tout l'Occident parce que c'est le porte-étendard de la politique. Mais il y a aussi une influence, une dimension qu'il ne faut oublier, que de temps en temps, l'Afrique, je parle vraiment de notre mère patrie d'Afrique, a continuellement payé le prix de la confrontation franco-américaine. Lorsque nous regardons plus loin vers l'Angola, la France, de par sa politique, à pouvoir soutenir une politique qui était un peu ambiguë et de pouvoir empêcher les États-Unis d'Amérique à la fois d'étendre son influence et d'empêcher aussi la Russie de conquérir l'Angola, jouait un double rôle. Cette même réalité s'est rabattue au Congo, à l'époque, disons, du Zaïre de Mobutu, où lorsque les Américains lâchent la France, lâchent Mobutu, c'est la France qui répond à Mobutu. Cette confrontation, nous l'avions vu avec les génocides rwandais, nous l'avions vu au Nigeria, par rapport à la guerre du Biafra. Donc il y a quelque part aussi une confrontation américano-britannique. Non loin ici, vous avez vu Dominique de Villepin lorsqu'il a menacé d'opposer le veto de la France par rapport à la question irakienne. Donc il y a une volonté, bien entendu, une ligne politique fixée par les États-Unis d'Amérique, avec quelques influences près de la France qui hérite ça du général de Gaulle avec la sortie spectaculaire de la France à l'OTAN autrefois. Alors on peut peut-être faire un parallèle entre ce qui s'est passé en Irak et ce qui s'est passé en Libye, de Daesh, de cet État islamique. Est-ce que le fait que la Libye soit devenue un terrain vague, en quelque sorte, n'a pas permis à l'organisation Daesh de s'installer et de morceler encore plus? Il faut revenir au début de la pseudo-révolution en 2011, avant que n'apparaisse Daesh. Il y avait déjà des groupes terroristes mêlés à des tribus qui étaient déjà en conflit avec Muammar al-Kadhafi, notamment ceux de Cyrénaïque, Benghazi en particulier. On a vu de l'argent qatari, surtout qatari, des troupes qataries qui encadraient les terroristes et les troupes libyennes. On a vu aussi des armes venues de France. Apparemment, il y aurait eu, selon certaines sources, des agents de la DGSE qui entraînaient donc ces terroristes-là. Le but, dès le départ, était de faire éclater la Libye. Et ce plan-là est ancien, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, qu'est-ce que la Libye actuellement? C'est une sorte de base arrière du terrorisme, par laquelle on a attaqué le Mali, on a déstabilisé le Mali. Immédiatement, la France est venue après pour dire nous allons défendre le Mali, etc. Mais il y avait derrière Areva et l'uranium, vous voyez, dans les parages. Donc on a eu l'attaque contre la Libye, donc menée par ces terroristes-là qui ont récupéré des armes qui appartenaient à la Jamaïa libyenne. On a maintenant, à partir de la Libye, donc cette base arrière du terrorisme qui peut attaquer l'Algérie. On a vu des tentatives de déstabilisation de l'Algérie, la Tunisie, vous voyez, et aussi l'Égypte. On a Daesh qui est apparu comme par magie au Sinaï. Le Sinaï convoité par Israël. Donc voilà ce qu'est aujourd'hui la Libye. La Libye est à Daesh, ce que l'Irak est à Daesh, mais toute proportion gardée, parce que Daesh est beaucoup plus faible et fragile en Libye qu'en Irak. Il y a des affrontements entre Daesh et Hakmi, Al-Qaïda au Maghreb en Afrique. Il y a l'espèce de gouvernement fantoche sous pilotage américain qui se bat aussi contre ces terroristes-là. Donc on a mis en place des mouvements antagonistes, mais qui œuvrent tous dans le même sens, c'est-à-dire maintenir la Libye dans un état de chaos, pour éventuellement après déstabiliser toute la région. Vous pourriez nous résumer quelles sont les forces en présence en ce moment en Libye? Il y a des Occidentaux, il y a des forces arabes, il y a des Libyens, il y a Daesh, il y a Hakmi. On partage le gâteau, c'est tout à fait. Il faut comprendre que
la dimension de l'impérialisme conditionne d'abord, pour que tout se passe au mieux, on conditionne cela par l'instabilité permanente d'un État. Mais s'il faut analyser ces forces-là, il faut voir la source. Il y a un grand arbre qui est enraciné, qui est Al-Qaïda. Et il y a des branches. Tous ces petits mouvements-là qu'on peut citer, ce sont des branches. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'idéologie véritable et des revendications qui soient claires, qui peuvent être portées aujourd'hui ou demain. Mais partons maintenant de la création d'Al-Qaïda. Nous voyons là la nébuleuse qui a été formatée par les spécialistes de la guerre américaine qui, pour aller en guerre, ont voulu légitimer, comme aujourd'hui, malheureusement la France l'utilise par exemple pour aller intervenir en Afrique, des questions humanitaires. Les Américains, eux, la spécialité, c'est de créer des pseudo-terroristes et des pseudo-groupes terroristes qui sont en train même de créer les financer. Ça, c'est la réalité de fait. Et il s'est fait que parmi ces mouvements-là, si l'on comprend bien, on voit que les États-Unis d'Amérique, au lendemain des attentats de 1997, lorsque les Américains ont été touchés sous la présidence de Bill Clinton, au lendemain des attentats de Mombasa et de Nairobi, la donne de la souveraineté internationale a changé. La donne de la souveraineté internationale, autrefois, c'était les volontés profondes de nos peuples, mais aujourd'hui, c'est les intérêts stratégiques et militaires des États. Et en partant de ça, les États-Unis d'Amérique s'appuient avec la création de tous ces petits mouvements pour contrôler d'ici et là. La même situation qu'ils ont laissée en Irak, la même situation qu'ils ont créée aujourd'hui en Libye, c'est la même situation qu'ils ont créée depuis bel et bien des décennies pour essayer de s'accaparer humblement de toutes les richesses et de toutes les potentialités économiques dont dispose la Terre. C'est ça l'objectif de tout ça. J'irai même plus loin par rapport à ce qu'il dit. Lorsqu'on analyse mieux la situation de la Libye, il y avait une volonté entre les financiers, mais aussi des chefs des énergies français et italiens, de pouvoir contrôler le fleuve Congo. Et pour ce, il fallait créer un couloir en partant de la Libye qui aurait permis à ces entreprises d'aller jusqu'au fleuve Congo, de déplacer le fleuve Congo et construire un canal pour créer une entreprise d'exploitation ou de vente d'eau minérale. Ça, c'était une volonté de certains éléments, comme je disais, de la France et de l'Italie. Et il y a sur ce, une volonté aussi de l'Occident d'aller chercher l'argent. L'argent qui disposait Kadhafi et Mobutu. Cet argent-là qui vient des pères jésuites, de la compagnie des jésuites, qui ont acheté malheureusement tout le nord de la forêt équatoriale du Congo. Donc cet argent-là doit être trouvé parce qu'il faut le rendre à la compagnie des jésuites. Aucune partie de notre terre, aucune partie de nos espaces, de notre biodiversité n'est à vendre. Est-ce que vous suivez cette analyse qui dit que Al-Qaïda est l'arbre et que tout le reste n'est que des branches? Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a un rapport entre Daesh et AQMI ou Al-Qaïda? Le rapport, il est clair et net. Il est sur le plan idéologique wahhabite, c'est-à-dire que c'est issu de cette doctrine-là, même si mon interlocuteur l'a souligné, ce sont des idéologies qui ne mènent à rien, sinon le chaos, la destruction. Et l'autre point commun, c'est les pétromonarchies, c'est-à-dire que Daesh, Al-Qaïda ne sont que des sous-ensembles, des avatars de ce wahhabisme né au XVIIIe siècle. Et le but, comme je l'ai déjà dit dans la précédente émission, le rôle du terrorisme est de systématiquement détruire les États qui résistent à ceux qui ont des velléités de domination. Donc Al-Qaïda, Daesh mènent en réalité le même combat. Le combat qu'ils mènent en Irak et en Syrie et au Yémen est le même qu'en Libye. L'acheminement de cette réflexion nous conduit jusqu'au Nigeria et au Cameroun avec Boko Haram. Parce que l'on voit là, lorsqu'il y a une volonté aujourd'hui de certains dirigeants africains de pouvoir faire face, lorsqu'on empêche la France de pouvoir contrôler l'espace territorial ou l'espace aérien du Nigeria ou du Cameroun, on voit là la création de toutes pièces du Boko Haram pour faire pression et puis on va jouer au pompier au pyromane. C'est la même logique et aujourd'hui, je pense que le peuple du monde doit se mobiliser contre cette nouvelle façon, ou j'ose dire cette ancienne façon maquillée de l'impérialisme occidental qui veut aujourd'hui s'approprier de toutes les énergies, de toutes les richesses dont dispose la Terre. Donc ça, ce sont des stratégies que l'on retrouve à plein d'endroits du monde ou est-ce que vous avez d'autres endroits, d'autres lieux à nous citer? L'impérialisme a pour vocation de contrôler la Terre tout entière. Regardez vers la Tchétchénie. Regardez comment fonctionne le mouvement tchétchène. Les 5 pays membres du Conseil permanent de l'Organisation des Nations Unies ont, si j'ose dire, un pacte secret. Un pacte secret qui autorise à l'un de faire ce que l'autre fait de l'autre côté sans pour autant que l'autre n'élève son doigt. Vous comprenez un peu le schéma? C'est-à-dire que quand le mouvement tchétchène s'élève, c'est toujours la Russie qui alimente ces mêmes pseudo-groupes terroristes pour avoir la main de l'autre côté. Mais à la différence près de ceux qui peuvent être aujourd'hui qualifiés de terroristes, mais qui n'est pas le cas, c'est une façon un peu unique d'un des membres du Conseil de sécurité d'agir, la Chine, avec le Tibet, qui aujourd'hui reste dans la dimension
autrefois, comme je disais, des souverainetés de peuples. Le socle fondamental de la lutte tibétaine est porté haut et fort les aspirations profondes de ces peuples que la Chine efface par le revers de sa main, sans pour autant qu'il y ait une puissance encore au sein de la table de sécurité, du Conseil permanent de sécurité qui ne puisse lever ses doigts. C'est ça même qui a motivé notre manifestation du 8 mai, d'où nous avions appelé à la chute de la dictature mondiale et internationale, savamment entretenue par les 5 membres du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Il y a eu du plan pour le Grand Moyen-Orient qu'on a attribué aux néoconservateurs, un plan qui concerne tout le monde musulman, mais aussi africain subsaharien, du Maroc au Pakistan. Je cite, Israël devait tenter de tirer profit des antagonismes entre chrétiens et musulmans en Égypte, et ainsi créer 2 États en Égypte, chrétiens et musulmans. Et il disait que cela provoquerait un effet de contamination sur le Soudan et la Libye. Et il dit les autres États alentours. Et l'on voit qu'en réalité, c'est la Libye qui a assumé ce rôle. C'est-à-dire qu'à partir de la Libye, on a eu aussi, dans la même période, l'éclatement du Soudan en 2 États, chrétiens et musulmans. Vous voyez, c'est constamment la même stratégie qui est mise en place. Est-ce que cet effet de contamination est réel et possible? Est-ce qu'il agit lui-même? Si, tout à fait. Et je voudrais d'abord revenir sur ce que disait mon interlocuteur. J'aurais bien voulu entendre de lui, quand il analyse ces questions, de parler de l'Afrique tout court, et non de l'Afrique subsaharienne, parce qu'aujourd'hui, ces idéologies-là sont en train d'alimenter certaines cellules dormantes des conquêtes islamiques ou arabo-musulmans de part de populations de l'Afrique, de manière générale. D'ailleurs, nous sommes en train aujourd'hui de combattre avec la toute dernière énergie cette philosophie qui consiste à placer, à répandre dans la vitrine politique, économique et culturelle des pays de l'Afrique du Nord, par justement des populations uniquement arabes, alors que sur cette étendue de territoire, il y a des populations autochtones, des populations de type nuguin, dont la présence sur ces terres-là remonte antérieurement à toutes les données historiques connues jusque-là. Donc dans cet acheminement-là, il y a une réelle volonté qu'il faut comprendre. L'erreur que l'humanité tout entière a commise, l'erreur que nous avions tous commise, c'est d'avoir accepté que l'Israël soit un État. Nous ne pouvons jamais permettre la création d'un État sur une terre qui ne vous appartient pas. Ça alimente et ça légitime toutes les barbaries et toutes les volontés de conquête et de domination qui aujourd'hui sont en train de déstabiliser l'ensemble du pays et l'ensemble de notre planète. Là, c'est fondamental de la question. Il faut revenir sur les bases, sur quoi repose l'État israélien. Et de deux, tous ces mouvements-là, aujourd'hui, regardez la Libye. La Libye ouvre quasiment à 6 pays. C'est un pays stratégiquement qui ouvre aujourd'hui, qui donne la porte à 6 pays. Donc c'est une base réelle, une véritable base, si j'ose dire, qui permettra même aux États-Unis d'Amérique à un moment donné de s'en passer de caprices de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Parce qu'en partant de la Libye, les États-Unis d'Amérique auront tous les moyens pour contrôler le Proche, le Moyen-Orient, tous les pays du Golfe Persique et du Golfe Arabique en partant de là. Donc, et de l'autre côté, lorsqu'ils vont se retourner, ça sera quasiment tous les pays de l'Afrique où les États-Unis pourront jouer avec, bien entendu, l'ami fidèle de tous les jours, la France et le Royaume-Uni, jouer et continuer cette politique de domination. Et la Libye devait être un cas qui nous intéresse parce que la partition de fait du Soudan risque aujourd'hui de se passer avec une partition de fait en Mauritanie. La partition de fait de la Mauritanie risquerait de contaminer au lendemain beaucoup de pays parce que du moment où ces peuples-là du Sud descendront vers le Congo et autres, nous essayerons après de pouvoir alimenter des cellules dormantes en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. Donc la raison pour laquelle, comme je disais, nous voulons une Afrique. Justement une Afrique. Nous parlerons de l'Afrique, même pas de l'entité Maghreb, parce que c'est une entité géographique qui aujourd'hui alimente encore des ambitions démesurées ou des folies des grandeurs de certains conquérants de deux fronts. Donc notre dimension de lutte, ce serait de faire comprendre à tout le monde que l'impérialisme américano-britannique, franco-américano-britannique, doit être combattu de manière assez acharnée. De manière acharnée sur le plan idéologique et sur tous les plans, sur le plan humain, parce que c'est un processus aujourd'hui qui a quasiment perdu le visage humain. Et aujourd'hui, il faudrait arriver, regarder, quand on analyse la situation de ces questions, autrefois on nous disait qu'en Côte d'Ivoire c'était une guerre confessionnelle entre les chrétiens et les musulmans. Autrefois, jadis, on nous a dit qu'en République centrafricaine c'était une guerre entre chrétiens et musulmans. Cette partition de faits confessionnels n'a pas raison d'être. Il y a une volonté véritable de tout ce qu'on appelle entre guillemets de puissance
qui veulent s'accaparer de toutes ces richesses sur le plan géostratégique, sur le plan économique et financier. Et nous appelons le monde entier, le peuple même du monde, si j'ose dire, à créer une forme de contre-pouvoir contre notamment l'Organisation des Nations Unies qui devient aujourd'hui la chambre d'enregistrement de la volonté de toutes ces puissances. Regardez, lorsque Muammar Kadhafi tombe, lorsque à Benghazi éclate voilà, lorsque l'attentat commence avec l'explosion de la caserne à Benghazi, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, les représentants de la Libye dans la Ligue arabe et de l'Organisation des Nations Unies démissionnent au même moment et rejoignent la rébellion. Et c'est là qu'il faut comprendre les schémas, comment ça a été construit à travers l'Organisation des Nations Unies et cette résolution 1973 qui leur a permis d'aller dans ça. Alors que de l'autre côté, il y a aujourd'hui un pays qui reste jusqu'à preuve du contraire l'élève le plus indiscipliné de la communauté internationale, à savoir Israël, qui, d'une volonté très affichée, viole et ne respecte guère les résolutions de l'Organisation des Nations Unies avec le soutien aveugle des États-Unis d'Amérique. Et les silences de toutes ces nations, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France, qui sont membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment faire? C'est que nous ne sommes pas en train de revenir en arrière, mais c'est que nous devons les empêcher de continuer à aller dans ce sens. Oui. Toute personne qui est habitée d'une conscience morale doit s'élever pour approcher tout celui qui fait le mal et condamner et lui faire comprendre que ce n'est ni la force des armes nucléaires, ce n'est ni la force des bombes à destruction massive qui nous feront reculer. Et c'est là qu'il faut leur faire comprendre. Youssef Indy, vous suivez ce raisonnement d'essayer de retrouver en quelque sorte une unité autour simplement du simple mot d'Afrique. Est-ce que c'est possible compte tenu de tout ce morcellement? Est-ce que vous y croyez? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais compte tenu de la situation, il faut serrer les problèmes. C'est-à-dire que créer une Union africaine, ce serait l'idéal en fait. Ce serait l'idéal. Je pense que tout le monde, tous les Africains seraient heureux de voir cela se concrétiser. Mais pour l'instant, on ne peut pas organiser cette Union africaine avec des poches de déstabilisation qui grandissent. Tout à l'heure, mon interlocuteur parlait justement de la déstabilisation de toute l'Afrique. Mais c'est vrai, j'avais parlé de l'Africom. La raison d'être de l'Africom, c'est justement la déstabilisation de ces États. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on justifie l'installation de ces bases otanesques en Afrique en déstabilisant au préalable? C'est-à-dire qu'on envoie des terroristes, si on ne peut pas les envoyer, on bombarde et on envoie ensuite ces terroristes-là. Une fois que ces terroristes se propagent un peu partout en Afrique, là on dit qu'on doit intervenir, donc on intervient, on installe des bases, etc. C'est-à-dire que c'est une forme de dialectique où on envoie d'abord des terroristes, puis on justifie l'occupation. Et si on laisse faire, s'il ne se passe rien, ils finiront par occuper presque toute l'Afrique. Vous voyez, et c'est ce qui se passe au Proche-Orient. Et c'est vrai que le projet global ne concerne pas que le monde musulman, mais il concerne le monde musulman et africain. Et d'ailleurs, je parlais de Brzezinski dans la précédente émission. Brzezinski en était très conscient. Il disait « Nous devons contrôler l'Eurasie ». C'est là que se trouvent les 2/3 des richesses mondiales. Il disait si on contrôle l'Eurasie, nous aurons le contrôle de l'Afrique. Il n'a pas oublié l'Afrique. L'Afrique reste une préoccupation première, surtout en termes de ressources. Donc, ce à quoi nous assistons, la déstabilisation du Proche-Orient, a une influence directe sur l'Afrique. Vous voyez, cette déstabilisation de l'Afrique a commencé par la guerre en Irak. Cette guerre en Irak, qui n'a pas été promue, comme on le dit, par les lobbies pétroliers ou militaro-industriels, elle a été promue, et ça, les deux universitaires, Walter Mersheimer, l'ont démontré, par le lobby pro-israélien. Oh, excuse-moi, on va terminer notre émission, on arrive au terme. En une phrase, on est parti de la Libye, on est parti du morcellement de l'Afrique, on est passé par ce désir d'unité autour du mot Afrique. En une phrase, est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont les forces en présence? Est-ce que ce sont les forces de la division contre l'unité? Est-ce que ce sont les forces de la violence contre la paix? En une phrase, est-ce que vous pouvez nous dire une conclusion de notre débat? C'est que, je dirais en un mot, oui, c'est l'impérialisme qui est présent. Et l'impérialisme est dans toutes ses couleurs et dans toutes ses ramifications. C'est qu'il faut aller dans le fondamental de la chose. Et la fondamentale de la chose, ce sont les sociétés occidentales qui nous donneront la réponse, parce que les sociétés occidentales ont choisi la mauvaise voie de pouvoir continuer à vivre par une économie de consommation. Et cette économie de consommation déborde. Le
L'Occident doit se poser des questions. L'Occident doit se poser. Donc nous avions d'abord le devoir, c'est pourquoi nous avions même commencé cette lutte ici, dans les terres occidentales, pour que le peuple de l'Occident comprenne qu'ils auront un rôle catalyseur à jouer par rapport à cette déstabilisation de notre planète. Merci beaucoup, Mwazulu Diamanza. Une phrase pour conclure. Alors, le problème justement, c'est qu'une phrase. D'accord. Le problème, c'est que justement, face à ces puissances déstabilisatrices, il n'y a pas comme vous disiez, de puissance ou de force pour équilibrer d'union. Il n'y a pas d'union réelle en Afrique parce que, comme il a été fait au Moyen-Orient, on a d'abord morcelé l'Afrique, on a morcelé le Proche-Orient pour qu'il n'y ait justement pas d'unité. Vous voyez, on crée des États, des sous-ensembles, on divise les ethnies, les peuples, et on les fait s'affronter perpétuellement. Donc, chers téléspectateurs, c'est de cela dont nous avons besoin. Mwazulu Diamanza nous l'a dit, Youssef Indy nous le dit, nous avons besoin de nous connaître les uns les autres, nous avons besoin d'unité, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Diamanza. Merci beaucoup, Monsieur Indy. Et à bientôt, chers amis, pour un prochain épisode de notre émission Controverse. Au revoir.